Avant de plonger dans ce récit, je vous avertis, certaines histoires doivent être racontées, même lorsqu'elles nous brisent le cœur. Ce que vous allez découvrir est l'histoire bouleversante de Sarah Jane Wilson, une femme qui, dès son plus jeune âge, a été confrontée à une cruauté inimaginable dans les rues poussiéreuses de Birmingham, Alabama. C'est une saga de survie, de résistance face à l'oppression, et d'un esprit indomptable qui a su trouver la lumière dans l'obscurité la plus profonde. Si cette histoire touche votre âme, je vous en prie, mettez un j'aime et laissez un commentaire avec le mot justice pour honorer la lutte de Sarah et ceux qui, comme elle, ont défié l'injustice. Dites-le avec force, justice. Partagez d'où vous lisez cette histoire, car chaque voix compte dans ce combat pour la vérité. Je m'appelle Sarah Jane Wilson, mais aujourd'hui, à 83 ans, on m'appelle Miss Sarah. Les gens qui me croisent, avec mes cheveux argentés et mes mains ridées, ne devinent jamais les batailles que j'ai menées. Chaque ride sur mon visage, chaque cicatrice sur mon corps, est le témoignage d'une vie marquée par la douleur, mais aussi par une force que nul ne pouvait briser. Je suis né dans un modeste foyer en bois à la périphérie de Birmingham, Alabama, dans une Amérique où être une petite fille noire signifiait être invisible, sauf pour ceux qui voulaient vous faire du mal. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais ma mère, Lila, avait un don pour transformer le peu que nous avions en trésor. Un vieux sac de farine devenait une robe élégante sous ses doigts agiles. Des restes de maïs se transformaient en un pain doré dont l'odeur emplissait notre maison de chaleur. Lila était femme de ménage pour une riche famille blanche, les Montgomery, à l'autre bout de la ville. Chaque matin, avant l'aube, elle enfilait sa seule robe correcte, ajustait son foulard avec soin et m'embrassait sur le front. « Sois sage pour ton père, mon rossignol, » murmurait-elle. Son souffle doux contre ma joue. Je rentrerai avant que les étoiles ne s'allument. Mais un jour d'été, alors que les cigales chantaient leur hymne lancinant et que l'air était lourd d'humidité, tout a basculé. J'avais 7 ans, jouant avec une poupée de chiffon que maman m'avait cousue, quand Madame Clara, notre voisine, est arrivée en courant, le visage inondé de larmes. Le temps semblait s'être arrêté lorsqu'elle s'est agenouillée devant moi, ses mains tremblantes serrant mes épaules. « Ma petite, » a-t-elle dit, la voix brisée. « Il y a eu un accident chez les Montgomery, là où ta mère travaille. » Les détails sont arrivés plus tard, murmurés à l'écart des oreilles d'enfant. Ma mère était tombée dans le grand escalier qu'elle astiquait. Du moins, c'est ce que les Montgomery ont prétendu. Ce n'est que des années plus tard que j'apprendrai, par une autre domestique présente ce jour-là, la vérité cruelle, Madame Montgomery, dans un accès de rage pour une tasse de thé brisée, un soi-disant héritage familial, avait poussé ma mère, la précipitant dans la mort, une vie humaine, sacrifiée pour une tasse. Cette injustice me brûle encore le cœur. Et je veux que vous ressentiez cette rage, cette indignation face à une société qui valorise un objet plus qu'une âme. Le jour de l'enterrement. L'église était pleine de visages sombres, la communauté unie dans le chagrin. J'avais revêtu la robe bleue du dimanche que maman avait cousue pour moi. Trop grande, car elle l'avait faite pour que je grandisse dedans. Un futur qu'elle ne verrait jamais. Mon père, Amos, se tenait à mes côtés, le visage fermé comme une pierre. Pas une larme, pas un mot de réconfort. Cette nuit-là, après que les voisins furent partis avec leurs plats réconfortants, il s'est assis à la table de la cuisine, une bouteille de whisky à la main, un objet que je n'avais jamais vu dans notre maison auparavant. « Va te coucher, Sarah », a-t-il ordonné d'une voix glaciale, méconnaissable. « Pleurer ne la ramènera pas. Tu es la femme de la maison maintenant. » J'avais 7 ans, et on me demandait de combler un vide que personne ne pouvait remplir. À 8 ans, je cuisinais des repas, perché sur une chaise pour atteindre la cuisinière. À 9 ans, mes petites mains étaient écorchées à force de frotter le linge sur la planche à laver. L'école était devenue un luxe,
un privilège que je ne pouvais m'offrir qu'une fois les corvées terminées, ce qui signifiait rater plus de jours que je n'en passais en classe. Les voisins faisaient ce qu'ils pouvaient. Madame Clara m'invitait à cuisiner avec elle, s'assurant que j'ai au moins un repas décent. Thompson, mon instituteur, glissait des livres dans les mains des enfants voisins pour qu'ils me les donnent, nourrissant mon esprit affamé. Et puis il y avait Madame Esther, une vieille femme douce que tout le monde respectait, qui me donnait des parts de tarte à la patate douce et me glissait des romans à lire à la lueur d'une bougie après que mon père s'était écroulé. Ivre. Ta mère serait si fière de ta force. Petite, murmurait-elle, lissant mes cheveux rebelles. Mais elle voudrait que ton esprit grandisse aussi. Ses gestes de bonté étaient des lueurs dans l'obscurité, mais ils ne pouvaient effacer la cruauté de mon père. Lorsqu'il buvait, ses mots devenaient des lames. Tu ne sais même pas cuire un œuf correctement, grommelait-il, repoussant l'assiette que j'avais préparée. Ta mère pouvait faire un festin avec des miettes. Chaque critique était un coup, mais je cachais mes larmes, attendant la nuit pour murmurer à ma mère sous les étoiles. Je t'aime tellement, maman, chuchotai-je, assise sur les marches du porche, les criquets chantant en chœur. J'essaie d'être forte, comme tu me l'as appris. Ces moments de solitude, bercés par le sifflement lointain des trains, étaient de mon refuge, un endroit où je pouvais sentir la présence de ma mère, comme une couverture chaude autour de moi. Mais la violence d'Amos a empiré, la première fois qu'il a levé la main sur moi. J'avais 11 ans. J'avais brûlé le pain de maïs, le dernier aliment qu'il nous restait jusqu'à son prochain salaire. Sa paume s'est abattue sur ma joue avec une force qui m'a fait trébucher contre le poêle brûlant, la chaleur mordant mon dos à travers ma robe fine. La douleur était atroce, mais c'était le vide dans ses yeux qui m'a terrifié. Pas de remords, juste une froideur qui disait que quelque chose s'était brisé en lui pour toujours. À partir de ce jour, vivre dans notre maison était comme danser sur un fil au-dessus d'un abîme. J'apprenais à deviner ses humeurs, à me rendre invisible quand la bouteille de whisky apparaissait, à endurer les punitions quand je ne pouvais pas disparaître assez vite. La nuit, j'attendais ses ronflements pour soigner mes blessures, appliquant de l'eau froide sur les brûlures, pressant des chiffons humides sur les bleus, mordant un tissu plié pour étouffer mes cris. Mais ce n'est pas tout. Une nuit, alors que j'avais 12 ans, je l'ai trouvé en train de fouiller dans le coffre où je gardais les quelques souvenirs de ma mère, une Bible usée, une photo décolorée, et son collier, un simple pendentif en argent qu'elle portait tous les jours. C'était tout ce qui me restait d'elle, un lien sacré avec son amour. Ça vaut bien une bouteille ou deux, a-t-il ricané, empochant le collier sans un regard pour moi. Je l'ai supplié, à genoux, les larmes coulant sur mes joues. Papa, s'il te plaît, c'est ta maman. Il m'a repoussé d'un coup de pied, riant de ma douleur. Ta mère est morte, gamine. Ce n'est qu'un bout de métal. Il l'a vendu le lendemain pour une bouteille de whisky bon marché, et je n'ai jamais revu ce collier. Cette trahison, ce mépris pour le peu qu'il me restait de ma mère, a planté une graine de rage en moi. Comment un père peut-il voler l'héritage de sa propre fille, vendre son cœur pour une gorgée d'alcool? Cette injustice, mes amis, devrait vous faire bouillir de colère, comme elle m'a consumé alors. Les voisins soupçonnaient ce qui se passait derrière nos portes closes. Je le voyais dans leurs regards apitoyés, dans la façon dont les conversations s'arrêtaient quand je m'approchais. Mais dans notre communauté, dans le sud des années 50, les affaires de famille restaient privées. La police ne s'en mêlait pas, surtout pas pour une enfant noire disciplinée par son père. Il fermait les yeux sur des injustices bien pires chaque jour. Pourtant, cette indifférence institutionnelle, ce silence complice, ne faisait qu'alimenter ma détermination. J'étais seul, mais pas brisé. Chaque nuit, sous les étoiles, je faisais une promesse à ma mère: je survivrais. Je trouverais un moyen de m'échapper. Non pas seulement pour moi, mais pour honorer sa mémoire. À 13 ans, le monde extérieur commençait à changer.
Les nouvelles parlaient d'un arrêt de la Cour suprême, Brown contre le Conseil de l'éducation, promettant la fin de la ségrégation scolaire, bien que Birmingham restât figé dans ses vieilles haines. Un soir, alors que j'écoutais un reportage radio sur un jeune pasteur nommé King, qui parlait de dignité et de justice, mon père est rentré plus tôt que prévu. Il a arraché le fil de la radio, son visage tordu de rage. « Tu te remplis la tête d'idées dangereuses », a-t-il grondé, sa main s'abattant sur moi avant que je puisse réagir. « C'est ce qui a tué ta mère. Croire qu'elle volait autant que les Blancs. » Ces mots, insinuant que la mort de ma mère n'était pas un accident, m'ont frappé comme un coup de poignard. Cette révélation, ce mensonge éhonté qu'il utilisait pour justifier sa cruauté, m'a fait bouillir de rage. Comment osait-il salir la mémoire de ma mère pour excuser ses propres péchés? Cette injustice, cette profanation, devrait vous révolter autant qu'elle m'a révolté. Cette nuit-là, allongé sur mon matelas mince, les bleus encore frais, j'ai fait un serment. Je ne serai plus seulement une victime. Je trouverai un moyen de m'échapper, non seulement de la maison de mon père, mais de ce monde qui voulait m'écraser. Je ne savais pas encore comment, mais une graine de résistance prenait racine dans mon cœur, nourrie par la douleur, la colère et l'amour indéfectible de ma mère. Cette petite fille effrayée, battue et privée de son héritage, commençait à rêver d'un avenir où elle pourrait se tenir debout, fière, et crier au monde qu'elle méritait mieux. Et ce n'était que le début. La vie de Sarah Jane Wilson, à 16 ans, était une prison dont les barreaux étaient forgés par la cruauté de son père, Amos, et les chaînes d'une société qui refusait de voir une jeune fille noire comme autre chose qu'une ombre. Mais dans l'obscurité de cette existence, une lueur de révolte grandissait, alimentée par la mémoire de sa mère, Lila, et par la rage face à l'injustice. Ce chapitre de son histoire, dans les rues poussiéreuses et oppressantes de Birmingham, Alabama, est celui où Sarah a cessé de se cacher, où elle a commencé à se battre, non seulement pour sa propre survie, mais pour un monde qui ne pourrait plus ignorer sa voix. Préparez-vous à ressentir la colère bouillonnante face à la trahison, à l'humiliation et à la violence systématique qui ont cherché à l'écraser. Que cette indignation vous pousse à crier « Justice » dans vos cœurs, comme Sarah l'a fait dans le sien. À 16 ans. Sarah était une ombre dans sa propre maison, esquivant les colères d'Amos avec une prudence acquise par des années de bleu et de cicatrices. Chaque jour était une danse périlleuse, un effort pour anticiper les humeurs de son père, pour disparaître avant que la bouteille de whisky ne fasse son apparition. Mais un soir, alors qu'elle rentrait épuisée d'une journée de corvée, elle surprit une conversation qui glaça son sang, cachée derrière la porte de la cuisine. Elle entendit Amos rire grassement avec un homme à la voix rauque, un certain Me Grayson, contremaître à l'usine d'acier et presque 30 ans son aîné. « Elle est robuste, ma Sarah », fanfaronnait Amos, sa voix épaissie par l'alcool. Comme sa mère à son âge, une bonne travailleuse et, disons, apte à porter des enfants. Grayson, avec un ricanement qui donna la nausée à Sarah, répondit, « Une jeune comme elle. Ça vaut bien une dette effacée, je saurais l'adresser. » Ses mots, crachés comme si elle n'était qu'un objet, une marchandise à troquer, firent bouillir son sang. Son propre père, celui qui aurait dû la protéger, était prêt à la vendre comme du bétail pour régler ses dettes de jeu. Cette trahison abjecte, cette réduction de son humanité à un simple marché, devrait vous faire hurler de rage. Comment un homme peut-il trahir sa propre chair, sa propre fille, pour quelques pièces et une bouteille Sarah? Tremblante de colère et de peur, comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait agir, ou elle serait condamnée à une vie encore plus cruelle que celle qu'elle endurait déjà. Quelques jours plus tôt, Sarah avait trouvé un emploi de domestique chez les Hawthorne, une famille blanche vivant dans le quartier huppé de Mountain Brook, à 2 heures de bus de chez elle. Cet emploi, imposé par Amos,
marquait la fin de tout espoir de retourner à l'école, où M. Thompson, son ancien instituteur, lui avait fait entrevoir un monde de possibilités à travers les livres. Les Hawthorne étaient l'incarnation de l'arrogance et du mépris. Madame Hawthorne, une femme au visage pincé et aux lèvres perpétuellement serrées, inspectait le travail de Sarah avec un gant blanc, pointant des poussières invisibles avec un rictus de dédain. « Tu n'es pas très soigneuse, n'est-ce pas? » lançait-elle. Ces mots acérés comme des lames. Mais c'était Edward, leur fils de 14 ans, qui rendait la vie de Sarah insupportable. Ce garçon, déjà imprégné du mépris racial de ses parents, prenait un plaisir sadique à la tourmenter. Un jour, il renversa délibérément un vase en cristal après que Sarah eut nettoyé le salon, puis courut vers sa mère en criant qu'elle l'avait cassé. Madame Hawthorne, sans poser de questions, la traîna devant les autres domestiques et la gifla publiquement, déclarant « Les filles comme toi ne savent rien faire correctement. Tu devrais être reconnaissante d'avoir un emploi. » Cette humiliation, cette injustice criante devant des témoins silencieux, devrait vous faire bouillir de colère. Sarah, les joues brûlantes et les larmes ravalées, dut ramasser les éclats de verre sous les regards moqueurs, son cœur hurlant contre l'injustice d'être punie pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Malgré ces épreuves, des âmes compatissantes veillaient sur Sarah. Madame Clara, la voisine qui l'avait réconfortée après la mort de sa mère, continuait de lui apporter des légumes de son jardin, glissant parfois un mot d'encouragement. « Tiens bon, ma petite, tu es plus forte qu'eux tous. » Monsieur Thompson, bien qu'il ne pût plus l'enseigner, lui envoyait des devoirs par l'intermédiaire des enfants du quartier, déterminés à nourrir son esprit. Et puis il y avait Madame Esther, la vieille femme qui lui avait donné son surnom, Miss Sarah, et qui, un soir, lui tendit un petit carnet. « Écris tes pensées, petite, » dit-elle doucement. « Les mots peuvent être une arme, un refuge. Ne les laisse pas te voler, ça aussi. » Ses gestes, bien que modestes, étaient des bouées dans la tempête, des rappels que Sarah n'était pas seule. Mais le véritable tournant survint un dimanche, après l'office à l'église baptiste de la 16e rue. Désespérée par la menace du mariage forcé avec M. Grayson, Sarah se confia à Reverend Carter, un homme respecté qui avait officié aux funérailles de sa mère. Ses yeux s'assombrirent à mesure qu'elle lui racontait l'accord sordide d'Amos. « Le Seigneur n'a pas voulu qu'une enfant soit vendue comme une marchandise, » déclara-t-il fermement, posant une main rassurante sur son épaule. « Viens au presbytère demain, Sarah. Nous trouverons une solution. » Le lendemain, le cœur battant de peur d'être découverte, Sarah s'échappa pendant sa pause déjeuner chez les Hawthorne. Au presbytère, elle rencontra les Thompson, un couple d'âge mûr qu'elle reconnaissait vaguement de l'église. M. et Madame Thompson, dont la fille avait déménagé à Chicago, lui offrirent un refuge. « Nous avons une chambre libre, » dit Madame Thompson avec un sourire chaleureux. « Et j'ai besoin d'aide pour mon atelier de couture. Tu pourrais apprendre un métier. » Sarah, Reverend Carter, avec une autorité calme, promit de s'occuper d'Amos. « Laisse-moi parler à ton père. Il y a des moyens de régler cela sans violence. » Ce qui suivit fut une négociation délicate, menée loin des yeux de Sarah. Reverend Carter convainquit Amos que marier sa fille à M. Grayson serait une honte pour la famille aux yeux de la communauté religieuse. À la place, il proposa que Sarah devienne pensionnaire chez les Thompson, continuant à envoyer une partie de ses gains à son père, confronté au choix entre l'ostracisme social et un revenu régulier. Amos céda à contre-cœur. 2 jours plus tard, Sarah déménagea avec ses maigres possessions 3 robes usées, une paire de chaussures élimées, la Bible de sa mère et une photo fanée d'elle, la chambre chez les Thompson, petite mais propre, avec un vrai lit et une fenêtre donnant sur un jardin de légumes, était un havre de paix. Après des années à marcher sur des œufs, cette tranquillité était presque déroutante. Madame Thompson, sévère mais juste, lui apprit l'art de la couture,
transformant ses doigts agiles, habitués à réparer des vêtements, en outils de précision. Bientôt, Sarah ne se contentait plus d'assister, mais créait ses propres modèles, qui gagnaient en popularité parmi les jeunes femmes de la communauté. « Tu as un don, ma fille ?» remarqua Madame Thompson un soir, alors qu'elle finissait une robe pour une mariée locale. « Ta mère t'a appris les bases, mais c'est ton cœur qui fait chanter ses étoffes. » Pourtant, la menace d'Amos planait toujours. Une après-midi, alors que Sarah rentrait de l'atelier, elle le trouva devant la maison des Thompson, les yeux injectés de sang, empestant le whisky. « Tu crois que tu peux m'échapper, gamine ?» cracha-t-il, attrapant son bras avec une force qui lui arracha un cri. « J'ai besoin d'argent, et si tu ne payes pas, je te ramène à Grayson. » Madame Thompson, alertée par le bruit, sortit avec un balai à la main, le regard féroce. « Lâche-la, Amos, ou je te fais regretter d'être venu ici, » cria-t-elle, brandissant le balai comme une arme. Les voisins, attirés par la scène, commencèrent à se rassembler, leurs murmures de désapprobation forçant Amos à reculer. Mais avant de partir, il lança un dernier coup bas. « Tu n'es rien sans moi, Sarah, rien qu'une ombre de ta mère, et même elle n'a pas su rester en vie. » Ces mots, crachés avec un venin qui visait à briser son esprit, étaient une insulte à la mémoire de Lila, une tentative de réduire Sarah à néant. Cette cruauté, cette volonté de détruire l'âme d'une adolescente déjà brisée, devrait vous faire trembler de rage. Sarah, les larmes aux yeux mais la mâchoire serrée, jura qu'elle ne le laisserait plus jamais la toucher. C'est dans ce climat de peur et de défi que Sarah découvrit le mouvement des droits civiques. Les rumeurs d'un changement imminent circulaient dans Birmingham, portées par les sermons enflammés d'un jeune pasteur nommé Martin Luther King Jr. Un soir, alors qu'elle cousait chez les Thompson, Daniel Carter, un jeune homme de son âge rencontré au cœur de l'église, frappa à la porte, grand, avec des yeux sérieux et une dignité tranquille. Daniel était apprenti charpentier et membre actif du mouvement. « Il y a une réunion ce soir à l'église baptiste de la 16e rue, » murmura-t-il, son regard brillant d'excitation. « Le Dr. King va parler. Viens avec moi. Sarah. » Madame Thompson n'aurait jamais approuvé, craignant les violences qui accompagnaient ces rassemblements. Mais Sarah, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas encore, accepta. Elle mentit, disant qu'elle sortait se promener avec Daniel pour discuter de projets d'avenir. Une excuse que Madame Thompson, ravie de les voir se rapprocher, accepta avec un sourire. L'église était bondée, l'air chargé d'une énergie électrique. Lorsque le Dr. King monta à la chaire, sa voix résonna comme un tonnerre, perçant le cœur de Sarah. « Nous sommes à Birmingham parce que l'injustice est ici. » déclara-t-il, ces mots vibrant d'une vérité qu'elle ressentait dans ses os. « Nous sommes ici pour rappeler à l'Amérique l'urgence féroce du maintenant. » Il parla d'actions directes non violentes, boycott, sit-in, marche, qui défieraient la ségrégation. Sarah, assise au fond, sentit une vague de terreur et d'exaltation. C'était dangereux, peut-être mortel, mais pour la première fois, elle entrevit un moyen de transformer sa colère en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait emmorer la mémoire de sa mère. Quelques jours plus tard, Sarah participa à sa première manifestation, un sit-in dans un grand magasin du centre-ville. Elle rejoignit un groupe de jeunes, dont Daniel, qui la guida avec une assurance calme. Ils s'assirent au comptoir réservé aux Blancs, leurs mains tremblantes mais leurs regards déterminés. Les clients les dévisageaient, certains avec mépris, d'autres avec une curiosité gênée. Puis la police arriva, menée par l'infâme Bull Connor, dont la réputation de brutalité était légendaire. « Dispersez-vous immédiatement », aboya-t-il à travers un mégaphone. Ces hommes armés de matraques et accompagnés de chiens grondants. Sarah, le cœur battant, suivit l'entraînement qu'elle avait reçu dans les sous-sols de l'église rester calme. Ne pas résister. Protéger ses organes vitaux. Mais rien ne l'avait préparée à la violence qui suivit. Un officier l'attrapa par les cheveux.
la traînant au sol tandis qu'un autre frappait son dos avec une matraque. La douleur était aveuglante. Mais ce qui la blessa davantage fut l'indifférence des passants blancs, qui regardaient de la scène comme un spectacle, certains riant alors qu'elle saignait. Cette cruauté gratuite, cette complicité silencieuse face à la brutalité, devrait vous faire hurler d'indignation. Comment une foule peut-elle regarder une jeune fille être battue pour avoir réclamé sa dignité et ne rien faire menotter et jeter dans un fourgon bondé? Sarah fut emmenée à la prison de Birmingham, où les conditions étaient inhumaines. Entassée dans une cellule conçue pour 4 personnes avec 15 autres jeunes femmes, elle partageait un seul lit à tour de rôle. Pourtant, même dans cet enfer, un esprit de résistance s'éleva. Les détenus chantaient des chansons de liberté, leur voix s'élevant à travers les murs de béton, défiant les gardiens qui frappaient les barreaux pour exiger le silence. Sarah, le dos encore douloureux, trouva du réconfort dans ces chants, dans la solidarité de ses compagnes d'infortune. Elle pensa à sa mère, à son collier volé, à la tasse qui avait coûté sa vie, et à l'homme qui voulait la vendre comme une esclave. Chaque injustice, chaque coup, chaque humiliation alimentait une flamme en elle. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une combattante. Et cette prison, loin de l'écraser, forgeait son courage. Alors que les jours passaient, un garde cria son nom, Wilson Visit, conduite dans une petite salle séparée par un grillage. Sarah trouva Reverend Carter et un homme en costume qu'elle ne connaissait pas. « Voici Monsieur Dubois », expliqua le révérend. « Un avocat de la NAACP. Il travaille à votre libération. » Monsieur Dubois, avec un sourire professionnel, lui apprit qu'une photo d'elle, regardant droit dans l'objectif d'un photographe alors qu'elle était arrêtée, avait été publiée dans un journal national. « Votre histoire, Sarah, orpheline, survivante d'un père abusif, debout face à l'injustice, elle touche les cœurs, dit-il. Les gens veulent vous entendre. » Sarah, encore sous le choc, comprit que ce moment, aussi terrifiant soit-il, était une porte ouverte. Elle n'était plus invisible. Elle était une voix, une force, et elle était prête à se battre, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui souffraient sous le joug de l'oppression. Cette prison, cette douleur, n'était que le début de son ascension. Et cette ascension, mes amis, devrait vous inspirer autant qu'elle vous met en colère. Lorsque Sarah Jane Wilson émergea des ténèbres de la prison de Birmingham, son visage tuméfié, mais son regard inébranlable, elle n'était plus la petite fille effrayée qui se cachait des coups de son père. À 19 ans, elle était devenue un symbole, une flamme dans la tempête du mouvement des droits civiques. Sa photographie, capturée au moment où elle défiait les matraques de la police avec une dignité inflexible, avait fait la une des journaux à travers le pays, la surnommant « la fille au regard d'acier ». Ce chapitre de son histoire, dans les rues frémissantes de Birmingham, Alabama, est celui où Sarah a transformé sa douleur en pouvoir, sa rage en action, et son passé brisé en un avenir qui inspirerait des générations. Mais ce chemin fut semé d'embûches, de trahison et d'injustice qui devraient vous faire bouillir de colère. Vous pousser à crier « Justice » pour Sarah et tous ceux qui ont été écrasés par un système conçu pour les réduire au silence. Libérée de prison après 6 jours dans des conditions inhumaines. Sarah fut accueillie par une foule de supporters à l'extérieur de l'église baptiste de la 16e rue. Les flashs des photographes l'aveuglèrent alors qu'une journaliste d'un magazine national, micro en main, s'avança vers elle. « Mademoiselle Wilson, comment vous sentez-vous d'être devenue l'un des visages de la campagne de Birmingham ?» demanda-t-elle, son ton mêlant curiosité et urgence. Avant que Sarah ne puisse répondre, Daniel Carter, son allié et amour naissant, s'interposa, son bras protecteur autour de ses épaules. « Elle vient de passer 6 jours dans un cachot pour avoir osé demander à être traitée comme un être humain. » répondit-il fermement, sa voix vibrante d'indignation. « Elle n'a pas de déclaration à faire aujourd'hui. »
Il guida Sarah à travers la foule jusqu'à la camionnette des Thompson, où Madame Thompson, les larmes aux yeux, l'enlaça comme une mère, tandis que Monsieur Thompson, d'ordinaire si stoïque, clignait des yeux pour cacher son émotion. Ce moment, où Sarah retrouva une famille choisie après des années de solitude, fut un baume sur son cœur, mais la lutte était loin d'être terminée. Dans les semaines qui suivirent, Sarah se retrouva propulsée dans un rôle qu'elle n'aurait jamais imaginé porte-parole du mouvement. Les organisateurs, impressionnés par l'impact de sa photo et la puissance de son histoire, l'invitèrent à parler lors de rassemblements à travers le Sud, à chaque église, chaque centre communautaire. Elle racontait son parcours, la perte de sa mère, Lila, assassinée par l'arrogance des Montgomery, les années sous la tyrannie de son père, Amos, qui avait vendu son collier sacré et tenté de la vendre elle-même, et sa propre renaissance dans la lutte pour la dignité. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en assurance, portée par une colère juste contre un système qui avait brisé tant de vies. « Nous ne sommes pas nés pour être invisibles », déclara-t-elle lors d'un rassemblement à Montgomery, ces mots résonnant dans une salle bondée. « Nous sommes ici pour réclamer notre place, et nous ne nous tairons plus. » La foule explosa en applaudissements, mais chaque mot qu'elle prononçait était un défi lancé à ceux qui voulaient la réduire au silence. C'est à cette époque que Sarah et Daniel se rapprochèrent, leur lien forgé dans les feux de la lutte. Une nuit, après une réunion à l'église, Daniel lui tendit une petite croix en argent, un héritage de sa propre mère. Elle disait que ça la protégeait, murmura-t-il, ses yeux brillants d'émotion. « Je veux qu'elle te protège maintenant. » Sarah, touchée par ce geste, l'embrassa doucement, scellant une promesse implicite. Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans l'église baptiste de la 16e rue. Malgré la tragédie qui avait frappé ce lieu sacré, une bombe posée par des membres du clan avait tué 4 petites filles lors d'un cours du dimanche, quelques semaines avant leur mariage. Cet acte de haine, cette violence gratuite contre des enfants innocents, devrait vous faire trembler de rage. Comment des hommes peuvent-ils être si cruels, si dénués d'humanité, pour massacrer des enfants au nom de la suprématie? Sarah et Daniel, dévastés mais résolus, choisirent de maintenir leur cérémonie dans l'église partiellement reconstruite. « Nous honorons ces filles en vivant, en aimant, en luttant », déclara Révérend Carter lors de la cérémonie, ces mots résonnant comme un défi à la haine. Leur mariage marqua le début d'une nouvelle phase de la vie de Sarah, mais les injustices continuèrent de la poursuivre. En 1968, alors qu'elle était enceinte de leur première fille, Grace, l'assassinat du Dr. King ébranla le pays. Sarah et Daniel, en larmes, écoutaient les détails à la radio, leur chagrin mêlé de colère face à cette perte incommensurable. « Quel monde allons-nous offrir à cet enfant ?» murmura Sarah, sa main sur son ventre. Daniel, posant sa main sur la sienne, répondit « Un monde brisé, mais un monde que nous réparerons ensemble. » 2 jours plus tard, malgré les avertissements de violence, ils rejoignirent une marche silencieuse à Birmingham, Sarah portant un brassard noir et une pancarte proclamant « Son rêve vit en nous ». Cette détermination, face à un meurtre qui cherchait à étouffer l'espoir, était un acte de défi pur. Grace naquit quelques mois plus tard, une enfant à la voix puissante qui rappela immédiatement à Sarah sa propre mère. « Elle sera une combattante », prédit la sage-femme, et Sarah sourit, sachant que sa fille porterait l'héritage de Lila. L'année suivante, leur fils, Elijah, vint au monde. Un garçon calme avec un regard pensif qui semblait voir au-delà de son âge. La maternité transforma Sarah, donnant une urgence nouvelle à son combat. Chaque école ségrégée, chaque hôpital sous-financé, chaque loi discriminatoire était désormais une menace directe contre l'avenir de ses enfants. Elle cessa de voyager pour les rassemblements, mais transforma le salon des Thompson, devenu sa famille d'adoption, en un centre de planification pour des campagnes d'inscription électorale et des programmes éducatifs.
Madame Thompson, affaiblie par un accident vasculaire cérébral, supervisait avec fierté. Tandis que M. Thompson utilisait sa camionnette pour transporter des militants, défiant la surveillance policière. Mais l'injustice frappa à nouveau lorsque Sarah se lança dans la course au conseil municipal de Birmingham, déterminée à devenir la première femme noire élue à ce poste. Un fonctionnaire raciste, M. Caldwell, un homme influent avec des liens dans les cercles suprémacistes, lança une campagne de diffamation vicieuse contre elle. Des tracts anonymes furent distribués dans toute la ville, accusant Sarah de vol, d'immoralité, et même de comploter contre les valeurs de Birmingham. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un meeting, une pierre fut jetée à travers la fenêtre de leur maison, accompagnée d'une note menaçante « Reste à ta place, ou tes enfants le paieront ». Cette attaque, cette tentative éhontée de terroriser une femme qui osait défier le statu quo, devrait vous faire bouillir de colère. Comment une société peut-elle permettre à des lâches de menacer une mère et ses enfants pour leur ambition de justice? Grace, alors âgée de 8 ans, trouva la note avant que Sarah ne puisse la cacher, ses petits yeux remplis de peur. « Pourquoi il nous déteste, maman ?» demanda-t-elle. Sarah, ravalant sa rage, la serra contre elle. « Il ne nous déteste pas, ma chérie. Ils ont peur de ce que nous pouvons devenir. » Malgré ces attaques, le soutien de la communauté fut indéfectible. Des volontaires, noirs et blancs, se mobilisèrent, distribuant des tracts, organisant des forums, des commerçants locaux, dont certains avaient autrefois refusé de servir des Noirs, contribuèrent à sa campagne. Des aînés, qui n'avaient jamais voté à cause des barrières de l'alphabétisation, signèrent des formulaires d'inscription avec des X, déterminés à voir Sarah triompher, la nuit des élections, dans la salle de réunion de l'Église baptiste. Sarah, entourée de Daniel, des Thompson et de ses enfants, regarda les résultats avec un mélange d'incrédulité et de fierté. Elle avait gagné, devenant la première femme noire au conseil municipal de Birmingham, par une marge qui défiait toutes les attentes. « Discours !» scandait la foule. Sarah, soutenue par la main ferme de Daniel, s'avança vers le micro, son esprit parcourant le chemin improbable qui l'avait menée là de la petite fille battue à la femme qui façonnait l'avenir d'une ville autrefois déterminée à la briser. « Quand j'étais petite, » commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Birmingham m'a appris des leçons cruelles sur qui comptait et qui ne comptait pas. Aujourd'hui, Birmingham m'a appris autre chose. Le changement, bien que douloureux et lent, est possible quand les gens courageux se tiennent ensemble. Elle regarda la foule, des visages noirs et blancs, jeunes et vieux, ceux qui avaient marché avec elle et ceux qui n'étaient pas nés à l'époque. Je suis la preuve vivante que nous ne sommes pas définis par nos blessures, mais par notre guérison, pas par nos débuts, mais par notre capacité à recommencer. Les applaudissements éclatèrent, mais ce fut le regard de Grace et d'Elijah, brillant de fierté, qui toucha Sarah au plus profond. Pour eux, une femme noire au pouvoir n'était pas une révolution, mais une évidence. Leur monde serait plus vaste que le sien ne l'avait jamais été. Quelques semaines plus tard, une rencontre bouleversante donna une nouvelle dimension à son histoire. Après un discours dans une église voisine, une femme âgée s'approcha, les mains tremblantes. « Je m'appelle Madame Jenkins, » dit-elle, les larmes aux yeux. « J'étais avec ta mère chez les Montgomery, le jour où... » Sa voix se brisa. Sarah, le cœur battant, l'écouta révéler la vérité. Madame Montgomery avait non seulement poussé Lila, mais l'avait accusée de vol devant les autres domestiques pour justifier son acte. « Ta mère n'a jamais volé cette tasse, » murmura Madame Jenkins. « Elle est morte pour leur orgueil. » Cette révélation, cette confirmation que la mort de sa mère était un meurtre couvert par des mensonges, ralluma une rage ancienne en Sarah. Comment une famille pouvait-elle détruire une vie et salir sa mémoire sans remords? Cette injustice, ce silence complice, devrait vous révolter autant qu'il a brisé Sarah. Ce soir-là,
sur le porche des Thompson. Sarah partagea cette vérité avec Daniel. « Penses-tu que maman sait? » demanda-t-elle, les yeux levés vers les étoiles. Qu'elle voit ce que sa petite-fille effrayée est devenue. Daniel l'enlaça, sa voix douce mais ferme. « Elle sait. Sarah, elle est avec toi dans chaque pas, dans chaque mot que tu prononces, dans l'amour que tu donnes à nos enfants. » À 83 ans, assise dans sa maison remplie de souvenirs, Sarah réfléchit à son héritage. Grace devint avocate des droits civiques, luttant contre les injustices modernes. Elijah créa des programmes artistiques pour les jeunes en difficulté, guérissant par la créativité. Ses petits-enfants, lorsqu'ils lui demandaient d'où venait son courage, recevaient une réponse simple. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose compte plus que la peur. Pour Sarah, ce quelque chose était la certitude que la violence de son enfance ne définirait pas son avenir, ni celui de ses enfants. Chaque cicatrice, chaque cheveu gris, raconte l'histoire d'une femme qui a transformé la douleur en puissance, l'injustice en action. Sarah Jane Wilson, de la petite fille brisée à la leader qui a changé Birmingham, est la preuve que nos débuts ne nous définissent pas. Alors, levez-vous. Criez « Justice » pour Sarah, pour Lila, pour tous ceux qui ont osé défier l'oppression. Leur combat continue en nous. L'histoire de Sarah Jane Wilson, une femme noire née dans la douleur et l'injustice à Birmingham, Alabama, est une épopée qui transcende le temps et les frontières. À travers les 3 chapitres de son récit, une enfance volée, une étincelle de résistance et une transformation en leader, nous sommes confrontés à une réalité brutale, celle d'une société qui, par son silence et sa cruauté, a tenté d'écraser l'esprit d'une jeune fille. Mais ce qui rend cette histoire si puissante, si universellement résonante, c'est la manière dont Sarah a transformé sa souffrance en une force indomptable, défiant les chaînes de l'oppression pour devenir un symbole de courage et de justice. En tant que Français, habitués à célébrer les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, nous pouvons tirer des leçons profondes de cette saga, des leçons qui nous invitent à réfléchir sur notre propre rôle face à l'injustice et à agir pour un monde plus juste. Voici mes réflexions sur cette histoire et les enseignements que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes. Suivi d'un appel à l'action pour honorer ce récit inspirant, une colère justifiée face à l'injustice. Le premier sentiment qui m'a submergé en lisant l'histoire de Sarah est une colère profonde, une indignation viscérale face à la cruauté qu'elle a endurée. La perte de sa mère, Lila, assassinée pour une tasse brisée par une femme blanche arrogante, est un symbole révoltant de la dévaluation de la vie humaine dans une société raciste. La trahison d'Amos, son père, qui a vendu le collier de sa mère et tenté de la vendre elle-même pour régler ses dettes, est une blessure qui transcende le personnel pour devenir universelle. Qui ne frémirait pas de rage face à un père qui traite sa fille comme une marchandise, et que dire des humiliations infligées par les Hawthorne, en particulier Edward, qui a brisé un vase pour accuser Sarah et l'a vue gifler publiquement sans une once de justice. Ces actes, combinés à la brutalité policière lors des manifestations et à la campagne de diffamation de M. Caldwell, révèlent une vérité amère. L'injustice prospère lorsque les individus et les institutions choisissent le silence ou la complicité. En France, où l'histoire de la Révolution nous rappelle le pouvoir du peuple face à l'oppression, cette colère doit nous pousser à l'introspection. Combien de fois avons-nous été témoins d'injustices, peut-être plus subtiles, mais tout aussi réelles, dans nos propres communautés? Une remarque raciste ignorée dans un dîner, une discrimination au travail passée sous silence, ou une injustice sociale que nous évitons de confronter par peur ou par confort. L'histoire de Sarah nous enseigne que la colère, lorsqu'elle est canalisée, devient une force de changement. Elle nous rappelle que l'indignation n'est pas seulement un sentiment, mais un appel à l'action. Nous devons apprendre à transformer notre frustration en actes concrets, qu'il s'agisse de dénoncer une injustice, de soutenir une cause,
ou simplement d'écouter ceux qui souffrent. Le courage de se lever. Le courage de Sarah est une leçon universelle, particulièrement pertinente dans une culture française qui valorise l'audace et la résistance, comme en témoignent des figures historiques telles que Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale. À 16 ans, face à la menace d'un mariage forcé avec un homme répugnant, Sarah a choisi de ne pas fuir dans la peur, mais de chercher de l'aide auprès de Reverend Carter. À 19 ans, elle s'est jointe aux manifestations de Birmingham, affrontant les matraques et les chiens de la police avec une dignité qui a captivé le monde. Et plus tard, en défiant les attaques racistes de M. Caldwell pour devenir la première femme noire au conseil municipal, elle a prouvé que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de se battre pour quelque chose de plus grand. Cette leçon s'applique directement à nos vies. Combien de fois hésitons-nous à prendre position? Par crainte du jugement ou des conséquences, que ce soit pour défendre un collègue victime de harcèlement, s'opposer à une politique injuste, ou simplement exprimer une vérité difficile. Le courage de Sarah nous inspire à agir malgré la peur. En France, où le débat public est une tradition, nous pouvons nous engager dans des discussions, écrire à nos élus, ou rejoindre des associations pour défendre les droits des plus vulnérables. Sarah nous montre que chaque pas, même petit, compte dans la lutte pour la justice. La force de la communauté. Un autre enseignement majeur de l'histoire de Sarah est le rôle vital de la communauté, sans Madame Clara, M. Thompson, Madame Esther, Reverend Carter et les Thompson. Sarah aurait pu succomber à la cruauté de son père ou à la violence du système. Ces figures, souvent modestes, ont offert de la nourriture, des livres, un refuge et un soutien moral, prouvant que la solidarité peut transformer des vies. En France, où la fraternité est une valeur cardinale. Cette leçon résonne profondément. Nous vivons dans une société où l'individualisme peut parfois l'emporter, mais l'histoire de Sarah nous rappelle l'importance de tendre la main à ceux qui souffrent. Cela peut être aussi simple que d'offrir un repas à un voisin dans le besoin, de mentorat un jeune en difficulté, ou de participer à des initiatives communautaires. La force collective, comme celle qui a soutenu Sarah lors de sa campagne électorale, peut renverser des montagnes, transformer la douleur en action. Enfin, l'histoire de Sarah nous enseigne que la douleur, bien que dévastatrice, peut être transformée en une source de puissance. Chaque cicatrice, physique et émotionnelle, qu'elle porte raconte une histoire de résilience. La perte de sa mère, les abus de son père, les humiliations des Hawthorne et les menaces de Caldwell n'ont pas brisé Sarah, elles l'ont forgée. Cette idée résonne dans la culture française, où l'art et la littérature célèbrent souvent la transformation de la souffrance en beauté, comme dans les œuvres de Victor Hugo ou les chansons d'Édith Piaf. Pour nous, cela signifie reconnaître nos propres blessures, qu'il s'agisse de deuil, d'échec ou d'injustice, et les utiliser comme carburant pour créer un changement positif. Que ce soit en s'engageant dans une cause, en partageant notre histoire pour inspirer d'autres, ou en éduquant nos enfants à être des citoyens justes. Nous pouvons, comme Sarah, faire de nos épreuves une force. Cette histoire de Sarah Jane Wilson n'est pas seulement un récit du passé, c'est un cri de ralliement pour aujourd'hui. Si son courage, sa résilience et sa lutte pour la justice vous ont touché, je vous invite à agir. Mettez un j'aime sur cette vidéo pour montrer votre soutien à ceux qui, comme Sarah, se battent contre l'injustice. Partagez-la avec vos amis, votre famille, pour que son message se propage. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Et surtout, laissez un commentaire avec le mot « justice » pour honorer Sarah et tous ceux qui refusent de se taire face à l'oppression. Dites-le haut et fort, justice, ensemble. Faisons vivre l'héritage de Sarah en luttant pour un monde où chacun peut se tenir debout, fier et libre.